Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils sont partout, mais sans doute n'est-il pas trop tard pour freiner leur expansion. Ce matin, un conseil de défense se réunit à l'Élysée pour étudier le rapport choc dévoilé officiellement aujourd'hui sur l'entrisme des frères musulmans, leur idéologie politique qui veut éradiquer nos valeurs laïques, leur infiltration dans la société française, écoles, clubs sportifs, associations, mais aussi université. C'est d'ailleurs lorsqu'il était étudiant, il y a 30 ans, que Mohamed Louisi a rejoint les rangs fréristes. Il en a été membre actif pendant 15 ans avant, dit-il, d'ouvrir les yeux et de dénoncer cette mouvance. Il raconte la réalité des pratiques de cette confrérie ce matin sur Europe 1. J'étais un vecteur de diffusion de l'idéologie des frères musulmans à travers plusieurs activités. Il y en a une déjà, c'est le prêche du vendredi. Quand j'étais étudiant, le Crous avait mis à notre disposition 4 salles de prière. Et votre serviteur était un des prédicateurs qui transmettait un prêche, dans les apparences, un prêche religieux, mais avec le regard, avec la vision, avec l'interprétation politique de l'islam qui est celle des frères musulmans. J'étais aussi président de l'association des étudiants musulmans de France. On a organisé, par exemple, et ça parle à l'actualité aujourd'hui, on a organisé des journées de solidarité avec la Palestine. On diffusait au sein du campus universitaire la propagande du Hamas, ni plus ni moins. Là, je cite 2 exemples. Mais derrière ça, l'objectif n'était pas uniquement de faire des activités, mais d'aller repérer des cibles potentielles qui peuvent, à un moment donné, être approchées, endoctrinées et prêter allégeance à la mouvance des frères musulmans. Il faut savoir une chose. Quand on prête l'allégeance, on fait la négation de toute appartenance nationale, de tout esprit de citoyenneté. C'est-à-dire, être français ne veut plus rien dire. Un témoignage d'un repenti du frérisme recueilli pour Europe 1 par Théo Grévin. Les frères musulmans ont clairement tissé leur toile pour convertir la société et instaurer la charia, disait ce matin sur Europe 1 la spécialiste du frérisme Florence Bergeau-Blaclair. Interview à réécouter sur europe1.fr et l'appli Europe 1 pour tout comprendre de cette influence islamiste, influence qui s'étend notamment dans 21 établissements scolaires, selon le rapport publié aujourd'hui. Et c'est une information Europe 1 JD News. Dans le viseur du renseignement, l'Institut européen des sciences humaines, l'IESH de Château-Chinon, dans la Nièvre. William Molinier, cet institut forme les imams et les islamologues. Il est considéré comme un pivot notoire des frères musulmans en France. Officiellement, l'IESH s'affiche comme un rempart contre la radicalisation et le terrorisme, mais dans l'ombre, il est partisan d'un islam dur. Selon le renseignement français, plusieurs supports pédagogiques suspects ont été retrouvés l'été dernier lors d'un contrôle de la préfecture. Ces ouvrages incitaient au djihad, encourageaient l'antisémitisme et légitimaient les violences contre les femmes. Les cadres de cette structure, qui forment une partie des imams français, sont réputés proches des frères musulmans. Le premier responsable du conseil scientifique de l'IESH, Youssef El-Karadaoui, est le guide spirituel de la confrérie. Avant sa mort en 2022, il était interdit de séjour sur le territoire français en raison de ses prises de position pro-djihadistes. La justice aussi s'intéresse de près à cet institut installé depuis 1990 dans les forêts du Morvan. En décembre dernier, une perquisition a permis de saisir 300 000 € en billets de banque, dont une partie est suspectée par la place Beauvau de provenir directement de l'Arabie Saoudite. L'Institut dément de son côté toute velléité séparatiste, un double discours bien rodé, propre à la mouvance frériste, conclut le renseignement français. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et à la lumière de ces révélations des services de renseignement, 73 pages d'un rapport édifiant, l'exécutif va-t-il prendre des mesures ? On attend au moins des pistes à l'issue du Conseil de défense autour d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Plusieurs propositions ont déjà été formulées. L'ancien Premier ministre et président de Renaissance, Gabriel Attal, plaide par exemple pour une nouvelle loi séparatisme et prône l'interdiction du voile pour les filles de moins de 15 ans, mesure qu'il avait pourtant écartée lors d'un débat télévisé en 2022. Et la Macronie s'est toujours montrée prudente sur ce sujet, contrairement à Bruno Retailleau. Oui, le ministre de l'Intérieur, nouveau patron des Républicains, n'y va pas par 4 chemins. Il dit vouloir s'attaquer à cette menace pour la République. Une parole cash qui semble bien seule au sein de l'exécutif, Jacques Serret. Bruno Retailleau voulait initialement rendre public lui-même ce rapport confidentiel, mais Emmanuel Macron en a voulu autrement. Afin de tenter de contrôler la potentielle déflagration, l'Élysée a repris la main. Mais entre la place Beauvau et la rue du Faubourg Saint-Honoré, le discours n'est pas exactement le même. Le chef de l'État préfère prendre des précautions. Il faut bien faire la distinction entre le séparatisme qui pousse à se mettre ostensiblement en retrait et l'entrisme qui est dissimulé, analyse minutieusement un conseiller élyséen avec beaucoup de prudence. Le président appelle à un discours
équilibré. Il ne faut pas faire d'amalgame, insiste le même. Ou comment Emmanuel Macron compte marquer sa différence alors que cette réunion stratégique doit faire l'objet d'arbitrage. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs mesures ont été évoquées lors de récentes réunions, comme le démantèlement de certaines associations et la révision d'agréments pour les établissements scolaires sous contrat. Des solutions déjà utilisées ces dernières années et qui n'ont pas suffi. Jacques Serret. L'Union européenne s'apprête-t-elle à lâcher Israël ? La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, veut réexaminer l'accord d'association UE-Tel Aviv. En raison de la situation à Gaza, réaction indignée cette nuit du gouvernement israélien. Je cite, cela reflète une incompréhension totale de la réalité complexe à laquelle Israël est confronté et encourage le Hamas à rester sur ses positions. Et pendant ce temps, Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza, opération terrestre de grande ampleur en vue. Objectif, éradiquer le Hamas, des terroristes à bout de souffle qui, depuis le début de la guerre et les massacres du 7 octobre 2023, auraient perdu 22 000 hommes. Wilfried de Villers, que reste-t-il concrètement du Hamas aujourd'hui ? Eh bien, les forces de défense israéliennes, tout comme les services de renseignements américains, estiment qu'il resterait entre 10 et 15 000 combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Ils étaient plus de 40 000 au début de la guerre. Sur le terrain, l'organisation du mouvement est aujourd'hui complètement morcelée. Raphaël Jérusalemi, ancien agent des renseignements israéliens. Il y a beaucoup d'unités qui opèrent de façon autonome, sans avoir de véritables instructions, qui peuvent évidemment causer des dégâts, qui peuvent commettre des attentats, mais qui ne fonctionnent plus comme une armée avec des brigades et des bataillons et des chefs de brigade dont la plupart ont été éliminés. Reste que certaines grandes figures du Hamas sont toujours actives à Gaza, comme Izzadin al-Haddad, cible prioritaire de l'armée israélienne. C'est un officier avec beaucoup d'expérience, avec une connaissance stratégique du terrain qui peut poser problème. Il serait de nouveau chef militaire, même peut-être le chef tout court du Hamas à Gaza. Quant aux capacités d'armement du groupe terroriste, ces frappes se font de plus en plus sporadiques. Il resterait tout de même plusieurs centaines de roquettes à Gaza, mais difficiles à lancer du fait de la stratégie de pression maximale exercée par Israël. Wilfried de Villers. Le drame hier soir à Nogent-sur-Oise, un ado de 17 ans tué à l'arme blanche près d'un supermarché. La victime aurait reçu un coup de hache, selon le procureur de Senlis, qui annonce l'interpellation et le placement en garde à vue de 3 suspects, dont 2 mineurs. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Et puis Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, édition 2025, qui déjà tient toutes ses promesses. La semaine de qualification s'est ouverte lundi, temps radieux, dans les allées il y a du monde, il y a un spectacle au rendez-vous, puisqu'on peut même assister aux entraînements des stars de la raquette sur le court central. Cyril de la Morinerie. Sur le court Philippe Chatrier, Arthur Fils, principale chance française à Roland-Garros, multiplie les services ravageurs. Franck, tout proche du terrain, est ravi. On se régale, c'est impeccable, on voit les joueurs de près, c'est vraiment top, quoi, avec une météo exceptionnelle. C'est super parce qu'il y a déjà un petit peu moins de monde, on voit déjà les champions qui sont arrivés, qui s'entraînent. Caché sous un chapeau, Camille admire les stars du tennis en pleine démonstration. C'est sympa de pouvoir voir des super joueurs comme ça, en mode décontracté, sur le central. Au bord du cours, les enfants sont également aux anges. C'est incroyable et on espère qu'il va venir. On va prendre un selfie et avoir un autographe. Richard Gasquet. Après la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, Richard Gasquet et son revers à une main d'une grande pureté régale le public, notamment Bertrand. J'adore, le revers c'est toujours magnifique, mais c'est extra de le voir jouer une dernière fois ici. Et le meilleur est à venir, le tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, devrait bientôt s'entraîner à Roland-Garros avant son entrée dans le tournoi. Cyril de la Morinerie. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. Jean-François Copé est l'invité de Sonia Mabrouk.